Imaginez un homme qui semblait être le partenaire idéal, attentionné, affectueux et toujours prêt à prendre soin de ses épouses. Maintenant, imaginez que ce même individu était en réalité un tueur en série, un menteur compulsif et un escroc qui a laissé une trace de dévastation sur 3 continents. Voici l'histoire choquante de Malcolm Webster, l'homme qui a transformé le « jusqu'à ce que la mort nous sépare » en une sentence littérale. Comment a-t-il réussi à tromper tant de personnes pendant si longtemps? Et qu'est-ce qui l'a finalement fait trébucher dans ses propres plans diaboliques? Restez jusqu'à la fin pour découvrir les détails glaçants de cette affaire qui vous fera réfléchir à 2 fois avant de dire oui à l'hôtel. Premières années, 1959. Malcolm John Webster est né le 18 avril 1959 en Écosse, dans un environnement familial apparemment stable. Son père, Alexander Robertson Webster, occupait une position prestigieuse en tant que chef de la brigade antifraude de la police métropolitaine, tandis que sa mère, Odette Bloet, était une ancienne infirmière. Malgré cette base solide, Malcolm a très tôt manifesté des comportements qui, rétrospectivement, soulèveraient des questions. Dès son enfance, il a développé une habitude particulière de simuler des évanouissements, une tactique qui semblait lui attirer l'attention et la protection excessive de sa mère. Plus inquiétante encore était sa fascination pour le feu, un intérêt qui lui a valu le surnom de Pyro parmi ceux qui le connaissaient. L'adolescence de Malcolm a été marquée par une instabilité scolaire et des mensonges élaborés. À 15 ans, il a décidé d'abandonner ses études, un geste qui témoignait de son manque d'engagement envers l'éducation formelle. C'est à cette époque qu'il a orchestré l'un de ses premiers grands mensonges, prétendant faussement lutter contre le cancer. Après avoir quitté l'école, Malcolm s'est lancé dans une série d'emplois non qualifiés, passant de ramasseur d'ordures à chauffeur et employé de bureau. Cette inconstance professionnelle dans les premières années de sa vie adulte présageait le chaos qu'il sèmerait plus tard dans la vie des personnes qui l'entouraient. Ces années formatrices de Malcolm Webster dressent le portrait d'un jeune homme problématique, dont les tendances à tromper et à manipuler étaient déjà profondément ancrées bien avant que ses crimes les plus graves ne soient révélés au grand jour. La combinaison d'une enfance apparemment normale avec des comportements préoccupants éclaire la complexité du développement de sa personnalité manipulatrice et potentiellement dangereuse. Carrière à Abu Dhabi, 1989. En 1989, à l'âge de 30 ans, Malcolm Webster se retrouve en terre étrangère, travaillant à l'hôpital Towan à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis. Cette période marque un tournant sinistre dans sa trajectoire, suscitant les premiers soupçons sérieux sur son caractère et ses actions. Pendant son séjour à l'hôpital, un événement troublant attire l'attention des autorités. 3 enfants, tous âgés de moins de 6 ans, décèdent alors qu'ils sont sous les soins de Webster. Les décès, officiellement attribués à une insuffisance cardiaque, soulèvent des soupçons en raison de la rareté de cette condition chez des patients si jeunes. Des rumeurs commencent à circuler selon lesquelles les enfants auraient pu recevoir des doses fatales d'insuline, une substance que Webster s'injectait prétendument lui-même. Elizabeth Brown, une ancienne collègue et ex-petite amie de Webster, allègue plus tard que les superviseurs avaient découvert cette habitude troublante. L'enquête qui s'ensuit est entravée par la culture locale, qui décourage les examens post-mortem et favorise des enterrements rapides. Cette circonstance, involontairement, sert les intérêts de Webster, rendant difficile la collecte de preuves concrètes contre lui. Pressé par l'enquête en cours, Webster est contraint de démissionner de son poste à l'hôpital. À ce moment critique, son père intervient, utilisant son influence pour faciliter la sortie de son fils du pays, mettant effectivement fin à toute possibilité d'une enquête plus approfondie. Cet épisode à Abu Dhabi, bien qu'il n'ait pas abouti à des accusations formelles, jette une ombre durable sur le caractère de Webster. C'est le premier indice public que derrière sa façade de professionnel de santé pourrait se cacher quelqu'un capable d'actes terribles. Les soupçons soulevés durant cette période serviront de présage sinistre des événements à venir dans la vie de Malcolm Webster. Premier mariage et meurtre, 1993-1994. L'année 1993 marque un tournant sombre dans la vie de Malcolm Webster. Le 3 septembre,
il épouse Claire Morris, une femme de 32 ans. Ce qui aurait dû être le début d'une vie conjugale heureuse se transforme rapidement en un scénario macabre. Moins d'un an après le mariage, le 27 mai 1995, un incident tragique secoue la communauté locale. La voiture du couple, avec Claire sur le siège passager, est supposément victime d'un accident et prend feu. Webster, le conducteur, s'en sort indemne, tandis que Claire périt dans les flammes. Initialement, l'épisode est traité comme un terrible accident. Webster prétend avoir évité un motocycliste, perdant ainsi le contrôle du véhicule. Cependant, des détails troublants commencent à émerger. Un policier hors service, qui tentait de porter secours, est empêché par Webster de sauver Claire quelques instants avant l'explosion de la voiture. Les incohérences dans le récit de Webster ne passent pas inaperçues. Le véhicule ne présente aucun signe de collision et la faible vitesse de la voiture au moment du prétendu accident soulève des doutes quant à l'impossibilité pour Claire de s'échapper par ses propres moyens. Après l'incident, Webster adopte un comportement singulier. Bien qu'il ne présente aucune blessure, il insiste pour rester hospitalisé pendant une semaine, allant jusqu'à porter une minerve inutile. Cette mise en scène de deuil et de souffrance physique se prolonge jusqu'aux funérailles de Claire, où Webster parvient à convaincre même le frère endeuillé de son épouse par sa performance émue. Le coup final de ce scénario macabre vient avec la révélation du mobile. Webster était devenu le bénéficiaire d'une police d'assurance vie d'une valeur de 200 000 livres sterling au nom de Claire. Dans un acte de froideur calculée, il dépense la totalité de cette somme en seulement 6 mois après la mort de son épouse. Des années plus tard, lorsque la vérité éclate, il devient évident que Webster avait prémédité chaque détail. Il avait drogué Claire avec du thémazépam, garé délibérément la voiture près d'un arbre et mis le feu au véhicule avec son épouse inconsciente à l'intérieur. Cet épisode horrible n'a pas seulement mis fin à la vie de Claire Morris de manière brutale, mais a également révélé la nature véritablement monstrueuse de Malcolm Webster, un homme capable de planifier le meurtre de sa propre épouse pour un gain financier. Relations et voyages, 1995-87. Après l'événement tragique qui a coûté la vie à Claire Morris, Malcolm Webster ne reste pas inactif longtemps. L'année 1995 marque le début d'une nouvelle phase de sa vie, caractérisée par des voyages internationaux et l'établissement de nouvelles relations, toujours marquées par la manipulation et la tromperie. Webster décide de retourner en Arabie Saoudite, un territoire qui lui est déjà familier. C'est dans ce cadre exotique qu'il rencontre Brenda Grant, donnant naissance à une amitié qui se développera de manière virtuelle avant de se concrétiser dans le monde physique. Ce que Brenda ignore, c'est qu'elle est sur le point de devenir une pièce supplémentaire sur l'échiquier de Webster. Pendant leur temps passé ensemble, Webster fait preuve d'un comportement alarmant. Il offre à plusieurs reprises des drogues à Brenda, insistant pour qu'elle en consomme. Le refus constant de Brenda a peut-être été le facteur décisif de sa survie, l'empêchant de devenir une victime de plus des plans sinistres de Webster. Cette période est marquée par un mouvement géographique constant de Webster. Il transite entre différents pays, probablement dans une tentative de compliquer le traçage de ses activités passées et de trouver de nouvelles opportunités pour ses machinations. Curieusement, même après une décennie, en 2005, Webster réapparaît dans la vie de Brenda. Cette fois, il apporte avec lui 2 informations choquantes. Il prétend souffrir d'une leucémie en phase terminale, un mensonge élaboré, et exprime le désir de renouer sa relation avec Brenda. Dans le cadre de son plan, il propose un voyage romantique à Paris. Le voyage dans la ville lumière a effectivement lieu, mais non sans complications. C'est durant cette escapade que Brenda découvre qu'elle n'est pas la seule femme dans la vie de Webster. Il est simultanément impliqué avec Simone Banerjee, démontrant sa capacité à maintenir plusieurs relations parallèles, toutes alimentées par des mensonges et des manipulations. Cette période de la vie de Webster illustre sa capacité à tisser un réseau complexe de relations, gardant toujours ses véritables intentions cachées. Son aptitude à réapparaître dans la vie des gens après de longues périodes, apportant avec lui des histoires élaborées de maladies et des promesses d'amour,
démontre le niveau de sophistication de ces stratagèmes manipulateurs. Chaque nouvelle relation semblait n'être qu'une opportunité supplémentaire pour Webster d'exercer son contrôle et de rechercher des avantages personnels, laissant derrière lui une traînée de cœurs brisés et de vies potentiellement en danger. Deuxième mariage et tentative de meurtre, 1987-1989. En 1987, Malcolm Webster s'engage dans une nouvelle phase de sa vie qui s'avérera aussi tumultueuse que criminelle. Cette année-là, il épouse Felicity Drum, une infirmière en oncologie en Nouvelle-Zélande. Ce qui semblait initialement être un nouveau départ pour Webster se transforme rapidement en cauchemar pour sa nouvelle épouse. Le couple est bientôt béni par l'arrivée d'un enfant, semblant consolider leur union. Cependant, derrière cette façade de bonheur domestique, Webster trame des plans néfastes. Moins de 2 ans après le mariage, il sera accusé d'avoir tenté d'ôter la vie à Felicity, dans le but d'empocher une somme substantielle provenant de 9 polices d'assurance-vie à son nom, totalisant 150 000 livres. Les méthodes employées par Webster étaient aussi variées que troublantes. Pendant leur lune de miel, Felicity a connu un épisode inexpliqué de sommeil prolongé, dormant pendant 36 heures d'affilée après avoir consommé une boisson offerte par son mari. Cet incident n'était pas isolé. À une autre occasion, elle a dormi pendant 18 heures consécutives. Felicity a également signalé des épisodes de vision double et des analyses sanguines ultérieures ont révélé des anomalies hépatiques suggérant l'administration de substances chimiques à son insu. Parallèlement aux tentatives d'empoisonnement, Webster a initié une série d'incendies criminels. En septembre 1987, il a mis le feu aux meubles du salon de sa propre résidence. Janvier 1989 a été témoin d'un autre incendie, cette fois dans une propriété que le couple envisageait d'acquérir à Auckland. L'apogée de cette vague incendiaire est survenue en février de la même année, lorsque Webster a provoqué un incendie dans la maison des parents de Felicity. Pour soutenir ses activités criminelles, Webster a tissé un réseau élaboré de mensonges. Il a prétendu avoir subi une crise cardiaque et être en rémission d'un cancer. Il a fabriqué des histoires complexes sur des problèmes de transfert d'argent de l'Écosse vers la Nouvelle-Zélande, justifiant ainsi l'impossibilité d'effectuer le paiement de la maison à Auckland. Le plan de Webster a atteint son paroxysme le 12 février 1989. Sous prétexte d'aller à la banque pour finaliser le paiement de la maison, il a planifié un accident de voiture. Alléguant des problèmes de direction, Webster a provoqué des changements brusques de voie avant de lancer le véhicule dans un fossé. Son comportement erratique après l'accident, insistant pour que Felicity reste dans la voiture pendant qu'il cherchait quelque chose dans le coffre, a éveillé les soupçons de son épouse. La supercherie de Webster s'est finalement effondrée lorsque, après avoir simulé une crise cardiaque qui l'a conduit à l'hôpital, Felicity a découvert qu'il avait retiré une somme importante de leur compte bancaire commun. Cette révélation a été le catalyseur de la fin du mariage et du début des poursuites judiciaires contre Webster. Les autorités néo-zélandaises ont émis 4 mandats d'arrêt contre Webster, couvrant des accusations d'incendie criminel, d'administration de drogue sans consentement et d'incapacitation de sa victime. Cependant, Webster a réussi à fuir le pays, laissant derrière lui une traînée de destruction et une épouse traumatisée, qui décrira plus tard son ex-mari d'un seul mot, psychopathe. Le réseau de tromperie et de nouvelles cibles, année 2000. Au tournant du millénaire, Malcolm Webster, loin d'abandonner sa vie de crime et de tromperie, n'a fait que peaufiner ses tactiques, visant de nouvelles victimes avec des stratagèmes de plus en plus élaborés. Cette phase de sa vie criminelle est marquée par une série de relations superposées, toutes fondées sur des mensonges méticuleusement construits. En 2005, Webster réapparaît dans la vie de Brenda Grant, une femme avec laquelle il s'était impliqué une décennie auparavant. Son retour s'accompagne d'une histoire émouvante. Il prétend lutter contre une leucémie en phase terminale. Ce mensonge élaboré n'est pas seulement une tentative de gagner de la sympathie, mais fait partie d'un plan plus vaste pour manipuler émotionnellement ses victimes. Parallèlement, Webster s'implique avec Simone Banerjee,
élevant son jeu de manipulation à de nouveaux niveaux. Avec Simone, il maintient non seulement la farce de la maladie terminale, mais la convainc également de sa bonté et de son caractère irréprochable. Sa performance est si convaincante que Simone, profondément amoureuse et trompée, va jusqu'à modifier son testament en faveur de Webster. L'habileté de Webster à maintenir plusieurs relations simultanées, chacune soutenue par un réseau complexe de mensonges, démontrait sa capacité à compartimenter sa vie et à adapter sa personnalité pour chaque victime. Il transitait entre ces femmes avec une facilité troublante, maintenant chacune d'elles dans l'ignorance de l'existence des autres. Le plan de Webster pour Simone Banerjee était particulièrement sinistre. Profitant de l'habitude du couple de faire des promenades en bateau, il prévoyait apparemment un accident aquatique. La découverte ultérieure que le gilet de sauvetage de Simone avait été délibérément endommagé a révélé l'ampleur du danger dans lequel elle se trouvait, sans même s'en douter. La sophistication des plans de Webster durant cette période démontre une escalade dans son audace criminelle. Il ne cherchait plus seulement des bénéfices financiers immédiats, comme dans les cas précédents, mais visait maintenant des héritages substantiels, préparant le terrain pour des crimes qui pourraient porter leurs fruits à long terme. Le modus operandi de Webster a évolué pour inclure non seulement la manipulation émotionnelle et financière, mais aussi la création de personnalités entièrement fictives. Il se présentait comme un homme malade, vulnérable et digne de pitié, gagnant non seulement la confiance, mais aussi le dévouement total de ses victimes. Cette période de la vie de Webster illustre comment les prédateurs émotionnels peuvent opérer pendant des années sans être détectés, se déplaçant entre différents cercles sociaux et géographiques. Sa capacité à se réinventer et à adapter ses histoires pour chaque nouvelle victime démontre un niveau de calcul et de froideur émotionnelle qui défie la compréhension. Le réseau de tromperies tissé par Webster au cours de ces années ne commencerait à se démêler que lorsque les autorités finiraient par relier les points de sa longue histoire criminelle, révélant un schéma de comportement qui s'étendait sur des décennies et des continents. Enquête et procès 2006-2011. L'année 2006 a marqué le début de la fin de la longue carrière criminelle de Malcolm Webster. Les autorités du Royaume-Uni, reliant enfin les points d'une série d'événements suspects étalés sur des décennies et des continents, ont entamé une enquête minutieuse sur le passé de l'homme qui avait laissé une trace de destruction partout où il passait. Le déclencheur de cette enquête est venu d'une source inattendue. Lors d'un voyage d'affaires en Angleterre en juin 2006, l'une des sœurs de Felicity Drum, la deuxième épouse de Webster, a décidé de partager ses soupçons avec la police britannique. Ce témoignage crucial a été le catalyseur dont les autorités avaient besoin pour lancer une enquête approfondie. Au fur et à mesure que les enquêteurs fouillaient dans le passé de Webster, un schéma inquiétant a commencé à émerger. Les similitudes entre les cas de Claire Morris et de Felicity Drum étaient impossibles à ignorer. Dans les deux situations, Webster avait épousé des femmes qui réussissaient, pris des mesures pour être le bénéficiaire de leurs assurances-vie, puis orchestré des accidents qui auraient pu entraîner leur mort. L'étau a commencé à se resserrer autour de Webster. Les autorités néo-zélandaises, qui avaient déjà émis 4 mandats d'arrêt contre lui des années auparavant, ont collaboré à l'enquête, fournissant des preuves cruciales sur ses crimes dans ce pays. Chaque nouveau détail découvert ne faisait que renforcer l'image de Webster comme un prédateur calculateur et implacable. Au fur et à mesure que l'enquête progressait, d'autres victimes de Webster ont commencé à se manifester. Simone Banerjee, initialement sceptique quant aux accusations portées contre son fiancé, a finalement dû faire face à la dure réalité que l'homme qu'elle aimait était en fait un criminel dangereux. Son témoignage sur la manipulation émotionnelle et financière qu'elle avait subie aux mains de Webster a été fondamental pour construire l'affaire contre lui. Le procès de Malcolm Webster, qui a débuté en 2011, a été l'un des plus longs et des plus complexes de l'histoire juridique écossaise. Pendant des semaines, le tribunal a entendu des témoignages choquants de divers témoins, dont d'anciennes partenaires,
des membres de la famille des victimes et des experts médico-légaux. Chaque témoignage ajoutait une nouvelle couche au récit d'une vie consacrée à la tromperie et à l'exploitation. Malgré son maintien d'innocence jusqu'à la fin, les preuves contre Webster étaient accablantes. Le jury n'a eu aucune difficulté à parvenir à un verdict de culpabilité. Dans une décision historique, Webster a été condamné à la prison à vie pour les crimes commis dans le cadre d'un complot visant à réclamer l'assurance vie de Claire Morris, sa première victime mortelle. Le juge de la Haute Cour d'Édimbourg, reconnaissant la gravité des crimes de Webster et le danger qu'il représentait pour la société, a déterminé qu'il devrait purger un minimum de 30 ans de prison avant de pouvoir demander une libération conditionnelle. Cette peine sévère reflétait non seulement la nature atroce de ces crimes, mais aussi la nécessité de protéger d'éventuelles victimes futures. La condamnation de Malcolm Webster a clos un chapitre sombre qui s'est étendu sur près de 2 décennies. Pour les familles de ces victimes, en particulier pour les proches de Claire Morris, la sentence a apporté un sentiment tardif de justice. Cependant, pour beaucoup, y compris les enquêteurs de l'affaire, il subsistait le soupçon troublant que les crimes connus de Webster ne soient que la partie émergée de l'iceberg, avec la possibilité que d'autres victimes n'aient pas encore été découvertes. L'affaire Malcolm Webster sert de rappel inquiétant de l'existence de prédateurs sophistiqués dans notre société, capables de manipuler et de tromper pendant des années. Son histoire continue de fasciner et d'horrifier, soulevant des questions sur la nature du mal et les limites de la justice humaine. Merci d'avoir suivi cette histoire fascinante. Si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de laisser un j'aime et de partager vos opinions dans les commentaires ci-dessous. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun de nos contenus à venir. On se retrouve dans la prochaine vidéo.